économie. Donc je le rappelle, l'association des commerçants et industriels du Sénégal ont décrété une grève de 72 heures à partir de ce lundi sur l'étendue du territoire national en protestation contre les nouvelles dispositions en matière de dédouanement. Entre autres, il y a eu aussi ce rapport de l'ANSD disant plutôt entre le mois de juin et le mois d'août, la quasi-totalité des prix de la consommation ont connu une tendance haussière. Alors, ça nous pose bien sûr à nous poser des questions par rapport, Mounirou, à notre économie. Comment voyez-vous la situation économique du Sénégal? Je pense que la situation est telle que nous la vivons tous. Nous n'avons pas varié dans ce que nous disons depuis plus de 4 ans que le plan Sénégal émergent a été lancé. Nous n'avons pas cessé de dire que la trajectoire prise par l'économie sénégalaise n'était pas des meilleures et qu'il fallait quand même que la phase 2 du PSE amène les rectificatifs nécessaires. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'avancées sur le plan économique, des améliorations, il faut le reconnaître, sur un certain nombre de plans. Mais dans un aspect global, si on regarde toute l'économie du Sénégal, on voit aujourd'hui que des options de dépenses publiques, des options de mise en avant de moteurs de croissance économique qui avaient été prises n'ont pas donné les résultats escomptés. Donc, après avoir injecté plus de 6 000 milliards de francs CFA dans la phase 1 du PSE, le PAP 2014-2018, on s'est retrouvé avec une croissance cumulée de 23% pour 6 000 milliards dépensés, quand même, ce qui fait une productivité faible, calculée à 18%, qui est très faible, qui justifie aujourd'hui qu'il y ait des tensions un peu partout, dans les créations de richesses, dans l'emploi, comme tout simplement ces tensions-là aussi qui sont en train de se faire voir sur le plan des prix. Donc cette tension de trésorerie est bien réelle? Bon, les tensions de trésorerie, je l'ai souvent dit, c'est normal. C'est comme si vous attendez votre salaire à la fin du mois et que le 29 vous avez une panne d'argent. C'est pas grave parce que vous aurez votre salaire dans quelques jours. L'État, c'est des recettes et des dépenses. Les recettes étant plus les dépenses vont plus vite que les recettes, c'est-à-dire que l'exécution des dépenses est beaucoup plus rapide que l'exécution des recettes, ce qui fait que donc il peut y avoir des décalages entre les recettes et les dépenses qui font que l'État peut avoir des problèmes d'argent justifiant un certain nombre de tensions de trésorerie, mais ça ne veut pas dire que l'État n'a pas d'argent. Ça veut dire simplement qu'il y a un arbitrage à faire, beaucoup plus de rigueur à mettre dans les arbitrages, dans les priorités, ainsi de suite. C'est ça qui pose problème au niveau de l'État sénégalais. D'accord. Alors Momar, on a longtemps parlé de cette tension de trésorerie. On en a parlé, on en reparle encore. Alors à quoi est due réellement cette tension de trésorerie, entre guillemets tension de trésorerie? Je crois que cette tension de trésorerie est surtout liée à la manière dont le premier mandat du président Macky Sall a été abordé. On a parlé du lancement du PSE, mais il faut surtout savoir qu'en fait, plus qu'une tension de trésorerie, le Sénégal est en train de souffrir d'une mauvaise planification budgétaire des politiques publiques et d'un problème de solvabilité. Parce qu'il s'est agi de quoi? Pour aller à l'abordage de l'élection présidentielle 2018, le président Macky Sall, dans le cadre de la phase 1 du PSE, a eu à lancer beaucoup de projets. Mais il s'est trouvé tout simplement que le niveau de dépenses a augmenté de manière plus forte et plus rapide que le niveau des recettes. À partir de ce moment-là, il y a un problème qui se pose. Et je crois que l'aveu a été fait d'ailleurs par le ministre Amadou Ba. À un moment donné, il a longtemps nié des problèmes de trésorerie. Il a fallu que l'ancien Premier ministre, Mamadou Lamine Loum, qui est une voix autorisée, parle de cette tension de trésorerie pour qu'en réponse, il avoue en réalité qu'il y avait certes une tension de trésorerie, mais c'était voulu. Effectivement. C'était voulu parce que tout simplement, il y a eu une hausse du prix du baril du pétrole de près de 80%, une hausse également du cours du dollar, que dans sa volonté de mener une politique sociale, certains diront une politique aussi électoraliste, le président de la République n'a pas voulu qu'on répercute sur la vérité, pour appliquer la vérité des prix. Résultat des courses, on s'est retrouvé avec un déficit de 100 milliards par an. Donc c'était compréhensible. À partir de ce moment-là, il y avait bien évidemment des tensions de trésorerie. Et je crois que tout le problème est lié à ça. Le président Macky Sall avait une quête quasi obsessionnelle d'un second mandat. Il s'est donné tous les moyens politiques pour l'avoir, mais il ne s'est pas privé aussi de se donner un certain nombre de moyens
au plan des finances publiques, en investissant beaucoup d'argent dans un certain nombre de projets, pour présenter au bilan aux Sénégalais, pour avoir un second mandat. Et résultat des courses, le niveau des dépenses, encore une fois, augmentant plus rapidement que le niveau des recettes, bien évidemment, il y a un déficit. Et depuis lors, on traîne ce déficit. Alors, Momar a parlé des propos du ministre Amadou Ba, à l'époque ministre de l'économie et des finances. Il a dit, je cite, on se retrouve avec quelques difficultés qui sont passagères, des difficultés voulues et souhaitées par le gouvernement. Alors, comment on peut se retrouver dans des difficultés voulues et souhaitées par le gouvernement? Oui, n'oubliez pas qu'effectivement on était donc dans une année électorale et que tout gouvernement au pouvoir qui cherche donc un second mandat a souvent tendance à mettre en avant ce qu'on appelle souvent la rationalité donc politique. Voilà, on met tous les moyens donc en œuvre pour continuer à séduire l'électorat. Voilà, donc ça veut dire que certaines options n'étaient pas forcément les meilleures. Voilà, mais il fallait chercher à trouver, donc à présenter un bilan pour essayer donc de séduire, pour essayer donc de convaincre et surtout avoir donc ce second mandat donc vraiment qui était quand même, je ne vais pas dire donc voulu mais obsessionnel. Hein. Voilà, maintenant c'est un déficit qui a été voulu, oui. Parce que vous vous souvenez un peu, il y a 1 an et demi de cela, je pense lors d'un rapport du FMI qui avait épinglé quand même le gouvernement du Sénégal, du fait que depuis quelques années, pratiquement, les prix n'avaient pas bougé. L'électricité, donc le gaz et autres, alors que le cours donc, du baril de pétrole ont beaucoup évolué. Donc ça veut dire que le gouvernement avait accepté de bloquer les prix pour qu'on ait à subventionner très fortement. Parce que aussi la période était extrêmement sensible. Voilà, donc si vous cumulez tout ceci, cela fait que dans une moindre mesure, on ne peut pas s'attendre à autre chose que ce problème donc, de tension budgétaire. D'accord. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes d'avis alors que le Sénégal est confronté à un problème de solvabilité et de planification, comme l'a dit Momar, de politique publique? Bon, vous savez, la question de la solvabilité est souvent liée à la question de la soutenabilité. Pour dire qu'il y a des problèmes, il faut donc allier problème de soutenabilité et de solvabilité. Pour le moment, le Sénégal n'a pas une dette insoutenable. Le gouvernement continue quand même. C'est vrai que le service de la dette à 72-73 milliards par mois, c'est catastrophique pour un gouvernement qui, en recette fiscale, tout simplement engrange peut-être 150-160 milliards par mois. Donc payer 73 milliards, c'est pratiquement la moitié des recettes publiques. Mais pour le moment, après qu'en 2014, en 2016 ou bien 2017, l'année de base a été changée, nous sommes aujourd'hui à une dette qui officiellement se trouve autour de 47% du PIB, loin des 70%. Si on retient les mêmes mécanismes de calcul d'avant, nous savons qu'aujourd'hui, nous avoisinons, en 2019, nous allons avoisiner les 70%. Le plafond qui avait été fixé par l'UEMOA dans le cadre des critères de convergence. Mais bon, on va s'en tenir aux résidents officiels, mais j'espère que quand même les autres pays, par symétrie, ont fait la même chose. Sinon, il n'y a pas possibilité de comparaison. Il faut que les pays soient au même niveau de calcul pour qu'on sache au niveau de l'UEMOA quel est le mauvais ou le bon élève. Pour le moment, il y a quand même une cacophonie au Sénégal. On essaie de changer. C'est vrai que le gouvernement a voulu aussi trouver un moyen, un échappatoire qui lui permet de dire que la dette est soutenable. Parce qu'on est parti prendre des eurobonds l'année dernière pour faire un peu d'ingénierie de finances publiques, parce qu'il fallait prendre de l'argent pour racheter des crédits plus chers, ainsi de suite. Bon, ça a été une option peut-être qu'on verra peut-être positive, parce que les gens ont crié sur pourquoi emprunter, mais généralement, ça peut se faire. Si vous voyez que vous avez emprunté à 5%, alors que vous pouvez emprunter à 2%, vous pouvez aller emprunter beaucoup en 2% et venir racheter les crédits que vous avez empruntés à 5%. C'est de l'ingénierie, ça permet de faire ce qu'on appelle des dénouements anticipés et de pouvoir gagner quelque chose à la fin. Donc, pour dire simplement qu'aujourd'hui, ce qu'il faut constater, c'est le caractère très faible des créations de richesses dans notre pays, avec un taux de croissance qui n'arrive pas à dépasser les 7%. Dans un pays où 20% du PIB des créations de richesses appartiennent à la France, si vous retenez toutes les autres forces multinationales qui existent dans le pays, vous voyez que donc pratiquement une bonne partie de nos créations de richesses n'appartiennent pas aux Sénégalais. Donc à 7-8% quand même, vous avez une croissance qui va dans la poche d'individus qui ne sont pas forcément sénégalais. Ce qui fait que donc aujourd'hui, l'idéal c'est de passer à un taux de croissance qui dépasse les 10%. Et tout à l'heure on a parlé
de ce qu'on a appelé éléphant blanc dans d'autres régimes. Je pense qu'il y en a eu au Sénégal. Pourquoi? Parce que les pays que l'on dit émergents aujourd'hui, comme Singapour, Taïwan, Indonésie, tous ces pays-là, oui. Corée du Sud, ce sont des pays qui, dès les années 1975, ont imité le Japon, en reprenant la même trajectoire que le Japon, en commençant par les gadgets, les jouets, en se sophistiquant davantage pour aujourd'hui avoir Samsung comme entreprise coréenne. Ceci a duré 30 ans, 25-30 ans. L'accumulation des richesses, des taux de croissance positifs de 10-12% pendant 20 ans justifie aujourd'hui les immeubles que vous voyez à Singapour, les immeubles que vous voyez à Taïwan, que vous voyez en Indonésie, que vous voyez en Corée du Sud. Parce qu'il y a eu l'accumulation de capital, des taux de croissance positifs, de la richesse qui est créée. Mais aujourd'hui, vous faites un plan d'émergence en 2014, vous saupoudrez les gens parce que vous voulez faire réélire avec des infrastructures dont on n'avait pas les moyens. Un Sénégalais avait écrit sur Le Monde pour dire que l'État était dans une trajectoire de banqueroute. Et c'était vrai, c'est-à-dire que ne comptez pas sur des économistes pour dire que la situation du pays est vraiment est bonne. Non, ne comptez pas sur les économistes pour le dire parce que les économistes, ils ne regardent que des mécanismes et des résultats. Quand ils voient les mécanismes mis en œuvre et les résultats, c'est là qui leur permet quand même de dire qu'il y a des problèmes de moteur de croissance. Je pense que après avoir injecté plus de 6 000 milliards, près de 6 000 milliards, pour obtenir une croissance cumulée de 23%, avec une productivité qui ne fait pas 20%, qui fait 18%, il faudrait revoir les moteurs de la croissance. Parce que vous, même quand votre moteur de véhicule est défectueux, vous mettez beaucoup de carburant. On met trop d'argent pour offrir des miettes. Il faudrait aujourd'hui que le gouvernement accepte qu'il y a problème, qu'on recule et qu'on essaie de revoir les moteurs de croissance. C'est pas les IDE sont un appoint pour faire développer le pays, mais je pense qu'il faut compter sur le secteur privé sénégalais. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, le secteur informel qui porte 95% de l'emploi et qui est 65% du PIB, on est en train de prendre des mesures douanières qui risquent quand même de les décourager et de les affaiblir. Alors, Momar, compter sur le secteur privé sénégalais, d'ailleurs c'est ce que le patronat réclame, demande que les grands projets justement soient sénégalais. Écoutez, moi je pense qu'il y a un faisceau de problèmes, de facteurs qui expliquent la situation que traverse aujourd'hui le pays. Il y a un moment, les secteurs comme le tourisme, les phosphates et également les produits halieutiques constituaient les secteurs gros pourvoyeurs de recettes pour les finances publiques. On n'est plus dans ce cas de figure depuis un moment. Maintenant, c'est quoi les mamelles de notre économie? C'est la douane et c'est également les services fiscaux. C'est ça, en fait, une première réalité, premier facteur. Deuxième facteur, Cheikh Diaye l'a dit tantôt, nous avons maintenant une croissance qui est extravertie, avec la forte présence de multinationales, la forte présence également d'entreprises étrangères qui, quand ils viennent, occupent d'ailleurs toute la chaîne. Vous voyez par exemple un peu les Marocains, quand ils viennent, il y a non seulement l'entreprise qui s'occupe de BTP qui est sur place, mais également il y a une banque à côté, et il y a même une structure s'occupant des assurances à côté. Donc, ils occupent tous les maillons, en fait, ils interviennent et puis ils ne financent pas le développement local. La troisième chose, c'est qu'il y a une dette intérieure qui n'a cessé de s'accumuler et qui était estimée en fin 2017, je crois, à 1279 milliards. Alors, quand il y a une dette intérieure qui est de cette taille, écoutez, ça a des conséquences bien évidemment directes sur les entreprises nationales, sur surtout les PME et les PMI qui constituent quand même plus de 90% de notre tissu industriel. Ça aussi c'est un problème. Vous y ajoutez maintenant la propension de l'État à investir durant tout le premier mandat dans des secteurs qui n'étaient pas automatiquement productifs. On a investi sur le CICAD, centre de conférence de Diamniadio, en ne tenant pas compte de l'alerte même de la Banque mondiale qui disait que le projet n'était pas du tout rentable, en ne tenant pas compte non plus de l'aveu qui a été fait à nouveau par le ministre Amadouba en disant que le CICAD ne pouvait pas être productif, mais malgré tout on avait continué à le faire et aujourd'hui on a payé les frais. Ensuite il y a 1000 et quelques milliards qui sont investis dans le terre qui n'est pas encore achevé. Donc nous sommes en train de payer tout cela à la fois. Alors, il y a eu donc un problème non seulement de solvabilité, mais aussi de planification budgétaire dans les politiques publiques. Et on est aujourd'hui en train de payer ça. Et je ne suis pas surpris que 2 mois seulement après son installation,
le président Macky Sall ait cru devoir activer ce que je considère comme une des mamelles de notre économie, en l'occurrence la douane. Avec cette fameuse note de service du 31 mai 2019 qui voulait qu'il y ait une correction de la valeur en douane. Ça s'est traduit automatiquement par quand même une hausse des tarifs douanières et parfois à des niveaux exponentiels. Mais quelles répercussions, Momar, il est important de le souligner, que ça peut avoir justement dans l'économie? On a donné quelques exemples. On a donné par exemple l'exemple des pneus d'occasion, que des commerçants ont la tendance d'aller importer et d'amener au Sénégal. Une pièce de pneu, avant cette fameuse note de service du 31 mai 2019, était taxée à 1500 francs. Et après la mesure, on passe de 1500 francs à 4000 francs, soit une hausse de 166%. Il y a également une augmentation beaucoup plus substantielle pour ce qui concerne les conteneurs de 20 pieds de tissu. On passe, si la mesure est appliquée, de 4 millions à 11 millions de francs. C'est énorme. Bien évidemment, les importateurs auront tendance à répercuter cette hausse sur le prix aux consommateurs. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de conteneurs qui étaient jusque-là en souffrance au niveau du port, parce qu'ils se sont retrouvés du jour au lendemain avec une mesure qui grevait leurs frais. La mesure, encore une fois, a été annoncée le 31 mai 2019 et devait entrer en application moins de 2 semaines plus tard, c'est-à-dire le 11 juin. Vous voyez donc qu'il n'y a même pas eu de préparation, pas de concertation, comme s'il y avait cette obsession de l'État de vouloir remplir automatiquement les caisses de l'État, parce que tout simplement, durant encore le premier mandat, on n'a pas eu à gérer un très bon père de famille. Et à partir de ce moment-là, il y a un problème de liquidité qui se pose, parce que c'est réellement ça le problème. Il y a un problème de liquidité qui se pose. Dans ce pays, l'État a besoin d'argent frais, et je ne suis pas surpris que automatiquement, après la présidentielle, que le premier poste sur lequel l'État a eu à agir, c'était le carburant, avec une hausse de 60% sur le prix du gasoil et de 80 francs sur le prix de l'essence. Et ensuite, il y a un autre produit à consommation courante, très prisé des Sénégalais, qui ont propension à bâtir, c'est le ciment, qui a connu également une hausse de 5000 francs sur la tonne. Donc vous voyez qu'il y a comme une quête d'argent frais pour renflouer les caisses de l'État, sans oublier les annonces que le président de la République lui-même a fait lors du lancement du PAMA, en reconnaissant que 307 milliards ont été dépensés pour l'achat de véhicules, 16 à 17 milliards étaient dépensés chaque an pour le téléphone, et qu'il fallait rationaliser et comprimer ces dépenses. Ça veut dire que l'État se trouve dans des difficultés, bien évidemment, de trésorerie et d'argent cash et d'argent frais. Alors, problème de liquidité, problème de trésorerie, jusqu'où irons-nous? Jusqu'à où irons? Parce que quand on regarde bien, d'abord c'était l'augmentation des prix du carburant, puis après le ciment, maintenant les denrées de première nécessité qui commencent petit à petit à augmenter. On parlait encore une fois de l'électricité, ça va pas nous lâcher de sitôt. Ah, non du tout. D'ailleurs, vers la fin de l'année, donc 2018, donc on l'avait déjà annoncé, puisque beaucoup de prix étaient subventionnés. Juste après les élections, il fallait s'attendre à ce que la réalité du prix soit appliquée. Voilà, et je pense que c'est ce qui nous rattrape actuellement. Bientôt aussi, j'ai l'impression qu'en tout cas, tous les produits dérivés du pétrole aussi auront tendance aussi à augmenter. Ça aussi, on devait quand même s'y attendre. Ça, c'est clair et net. Voilà. Celui qui voit ses factures augmenter, il sera obligé de les répercuter, parce que souvent, c'est le consommateur final qui supporte, voilà, toutes les augmentations. Toutes les autres augmentations aussi notées au niveau donc de la douane, ça va bloquer un petit peu ce qu'on appelle donc le secteur informel. Parce que beaucoup de nos compatriotes donc travaillent dans ce secteur-là, qui méritent d'être soutenus. Voilà, donc malheureusement, on a l'impression que tel n'est pas le cas. Vous augmentez d'un seul coup sans pour autant, bref, bon, parfois on a l'impression que vraiment il y a un manque terrible de planification. Voilà, on veut ça, il faut de coûte que coûte l'obtenir, sans pour autant donner même les gens le temps de se préparer. Vous imaginez un commerçant qui importe donc son produit, vous êtes donc en cours de route où c'est presque arrivé à la douane, donc au niveau du port, et vous voyez que les prix grimpent, passent du simple au double, presque le triple parfois.
ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident. Et ça aussi, je pense que ce n'est pas en tout cas ce qui favorise. Mais quand on parlait d'accompagnement, ça veut dire quoi? Qu'il fallait sensibiliser plus tôt, essayer de voir un peu comment on allait faire pour augmenter, dire aux populations que oui, il y aura une augmentation qui va entrer en vigueur en telle et telle date. Moi, je pense que toute mesure que le gouvernement doit prendre doit aller dans le sens de favoriser davantage ce commerce-là. Voilà, parce qu'on sait déjà qu'une bonne partie de la production reste entre les mains des multinationales. Si maintenant les maigres ressources destinées aux nationaux, on risque encore de les soustraire, je ne sais pas qu'est-ce qui va le rester. Donc ça veut dire qu'il faudrait encourager ce qu'on appelle vraiment des champions nationaux. Parce qu'on a beau théoriser, mais tant qu'on n'a pas vraiment de champions nationaux, difficile vraiment de continuer à espérer l'émergence. Malheureusement. Regardez un petit peu tout ce qui est produit au Sénégal, les entreprises françaises, si vous les enlevez, et les autres, qu'est-ce qui nous reste dans ce pays-là? Voilà, donc on a comme l'impression que, en tout cas, jusqu'à présent, on théorise toujours, mais tout ce qui est relatif à la création de valeur, surtout destiné ou faite par les nationaux, c'est pas encore très encouragé. Voilà. Par ailleurs, on a vu certaines options du gouvernement, et là aussi on sait qu'il y avait une touche très politique, relative surtout à la DER, vous souvenez un peu la délégation à l'entrepreneuriat rapide, voilà, qui encourage un peu pour financer les porteurs de projets. Allez-y faire une petite enquête auprès de beaucoup de gens qui ont bénéficié de ces financements-là. Vous vous rendrez compte qu'il y a des arguments qui ont été en tout cas mis en avant. Voilà, pas ce qu'on attendait. Je veux dire par là, pour financer des projets, l'idéal serait vraiment de porter la priorité à ceux qui ont des projets fiables et viables, qui peuvent être financés parce qu'on espère que l'entreprise va prospérer et créer d'autres emplois. Malheureusement, ce n'est pas ce qui a été constaté sur le terrain. Voilà. Résultat, aujourd'hui, les gens veulent recouvrer la dette. Mais on se rend compte que dans certains pays, dans certaines régions, c'est extrêmement difficile. Les gens parlent de préfecture, ils parlent de police jusqu'à prison. C'est quoi ça? Non, c'est vrai. Par rapport à la DR? Oui. Parce qu'il y en a certains, ils n'ont jamais eu... Bon, on les a jamais sensibilisés comme étant quelqu'un qui bénéficiait d'un financement à rembourser. Oui, mais normalement, quand on parle d'un financement, quand on parle de délégation à l'entrepreneuriat rapide, on est censé savoir que c'est justement pour rembourser après. Ça, c'est la logique. C'est la logique. Toute personne qui bénéficie d'un financement venant d'une institution financière est censée rembourser. Et normalement, ce sont les clauses du contrat. Mais je le dis, je le répète, si vous descendez sur le terrain ou vous enquêtez auprès de certaines personnes, ils pourraient toujours vous le confirmer. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de cas comme ça. Voilà. Ou même parfois dans certaines écoles, lors des soutenances, il y a certains étudiants qui ont vraiment des projets très intéressants. On leur demande même de se rapprocher de cette structure pour pouvoir bénéficier en tout cas d'un financement. Bon, la réponse reste toujours la même. Si vous n'êtes pas engagé au niveau de telle partie, vous n'avez aucune chance de bénéficier du financement, etc. Donc tout ceci montre encore une fois qu'on est toujours dans le discours, mais parfois il y a beaucoup de choses qui restent quant à vraiment accompagner les porteurs de projets et au-delà la création de valeur. Alors Momar, il a parlé de peut-être porteurs de projets, création, mais aussi de ces projets 100% sénégalais qu'il faut peut-être confier ces gros projets aux Sénégalais. Est-ce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de taux de croissance, on parle de 7% entre autres. Est-ce qu'aujourd'hui c'est parce que beaucoup de ces projets sont confiés à des multinationaux qu'on ne le ressent pas sur le panier de la ménagère? Non, c'est parce que nous n'avons pas un système de financement interne qui soit efficient et adéquat. 80% de notre secteur bancaire est occupé aujourd'hui par l'étranger. Ça pose un problème à part de ce moment-là. C'est vrai que il y a le FONGIP qui ont été créés, qui sont des mécanismes souverains pour essayer un tout petit peu de mobiliser les fonds nationaux, mais peut-être ça n'a pas donné le résultat escompté jusque-là. Il se trouve également, pour ce qui est exactement du DER, la question qu'on se pose, c'est de savoir si ce sont vraiment les véritables ayants droit qui en ont bénéficié. Est-ce qu'il n'y a pas eu une distribution qui s'est faite selon la coloration politique? Vous pensez que c'est un projet politique? Mais non. Et puis ce n'est pas l'apanage du régime du président Macky Sall. On a vu par le passé également le FNPJ, sous Wade, allouer
des subventions et des financements à des porteurs de projets seront une coloration locale. Et là aussi, ça avait donné le même résultat. Il y a eu un problème au niveau du remboursement. Mais peut-être même parfois, ce n'est pas tout simplement lié à l'appartenance politique au parti au pouvoir, les problèmes de remboursement. Ça peut être lié tout simplement à un déficit d'accompagnement des porteurs du projet. Il ne suffit pas tout simplement de prendre de l'argent et de donner à quelqu'un, mais pour se donner les garanties que son projet aboutisse, mais il faut l'accompagner. Et malheureusement, souvent, ce n'est pas le cas. Et ça pose un problème. Maintenant, la réalité au Sénégal, elle est très simple aujourd'hui. Notre pays est devenu très attractif pour beaucoup d'investisseurs. Et l'investissement direct étranger devient de plus en plus important. Pourquoi? Parce que nous avons un pays quand même qui est stable. Nous avons l'avantage de la stabilité. La position géographique du Sénégal est une position très 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 enviable. Il se trouve que maintenant notre pays a également des perspectives très réjouissantes avec la découverte de ressources pétrolières, gazières, etc. Donc nous avons vraiment une place qui est très attractive. À partir de ce moment-là, nous intéressons bien évidemment les multinationales. Mais comment faire pour que les multinationales, leur présence puisse profiter à l'entreprise locale? C'est à ce niveau-là qu'on n'a pas encore réussi à trouver la solution. Et il y a quand même une initiative, peut-être qu'il faut saluer, parce qu'il y a que l'entreprise privée a été à la périphérie dans un certain nombre de travaux, et l'argument qui a toujours été avancé par le pouvoir public, c'est qu'il n'avait pas suffisamment de moyens ni d'expérience pour pouvoir postuler à un certain nombre de travaux, contrairement à certaines multinationales qui ont l'aptitude et peut-être le matelas financier qu'il faut pour s'engager dans tout type de projet. Donc il faut saluer l'initiative qui a consisté de la part d'investisseurs sénégalais de se mutualiser à travers le club des investisseurs sénégalais pour leur permettre un peu de pouvoir postuler pour un certain nombre de choses. Moi je pense que c'est la clé de la réussite de la deuxième phase du PSE passe par là. Mouninou Ndiaye insiste particulièrement là-dessus. Il va falloir que la seconde phase soit celle du privé national. Sans quoi, on ne s'en sortira pas. Je crois que le constat est fait par tout le monde que notre croissance est extravertie, qu'il y a sans doute des secteurs dans lesquels ça bouge au plan économique dans notre pays, mais malheureusement ce sont des niches de croissance qui sont captées par l'entreprise étrangère au détriment de l'entreprise locale. Maintenant que l'entreprise locale fait des efforts pour s'organiser, pour avoir des moyens, il faut que l'État l'accompagne. Et je crois que la réussite de la seconde phase du PSE passe par ça, la survie de l'entreprise locale passe par ça, la soutenabilité et la viabilité de nos PME, PMI passe par ça. Et je crois que si tout le monde converge dans cette direction, le PSE pourra être très profitable aux Sénégalais pour ce qui est de la deuxième phase. Alors, si c'est sur ces accords, on peut espérer que ça sera très profitable pour les Sénégalais. En tout cas, beaucoup de Sénégalais, ou bien même ceux qui ne s'y connaissent pas trop en économie, ne comprennent pas justement pourquoi on dit que tous les chiffres sont au vert, on parle de taux de croissance de 2%, alors qu'on ne le sent pas justement dans le panier de la ménagère. Bon, je pense que tout à l'heure, quand Momar parlait, ça m'est venu dans la tête que c'est ce qui nous manque en fait, ce qu'il a fait quand il parlait, quand il a, en tant que journaliste, je l'entends donner des chiffres, de retenir des chiffres déjà, 307 milliards de dépenses pour les 16 milliards. Il a fait de l'investigation également pour savoir qu'au niveau de l'État, on compte trop sur la douane. Mais il faut que les populations aussi, que ce journalisme d'investigation-là soit quand même promu dans notre pays. Que les populations soient sensibilisées. Quand les populations disent que oui, les signaux sont verts et tout ça, alors qu'ils ne savent rien, c'est parce que quand même, il y a une partie du travail de communication, une partie du travail des médias qui n'est pas encore faite. Ce qui fait que donc aujourd'hui, les Sénégalais sont peu sensibilisés. Nous comprenons, les Sénégalais comprennent de plus en plus ce qui se passe. Et nous avons choisi d'être de l'autre côté pour pouvoir dire la vérité. C'est pas facile de dire la vérité à des hommes de pouvoir. Moi, je suis connu pour ça, hein, je dis la vérité. J'avais déjà dit qu'en 2014, quand Macky Sall a dit « Allez gagner vos localités, sinon je vous dégomme », mais voilà, c'est parti, ce président-là ne fera rien pour notre pays. Aujourd'hui, il le sait lui-même. 307 milliards de dépenses pour des véhicules en 7 ans. Regardez, c'est environ plus de presque 45 milliards par année de dépenses
pour des véhicules 45 milliards par année, 45 milliards. Ouais, donc il y avait toute une clientèle politique à prendre en charge et ça continue. Aujourd'hui, l'État du Sénégal ne dit pas la vérité, il continue à entretenir toute une cohorte de politiciens qui sont là pour phagocyter de manière sans vergogne les ressources publiques. En même temps, on positionne la douane qui ne vit que par les importations, qui tue notre économie en même temps. Vous voyez, il y a des contradictions. Tout à fait. Nous voulons compter sur les recettes douanières, alors que nous devons combattre les recettes douanières si nous voulons combattre les importations. Et aujourd'hui, on se lève un bon jour, on prend un secteur informel qui représente 95% de l'emploi. Parce que ne minimisez pas les petits Sénégalais que vous voyez là, les Sénégalais là, sous-qualifiés là, qui sont là et qui perçoivent des 120 000, des 130 000 et qui travaillent dans des boutiques de quincaillerie, dans des petites boutiques de vente d'électroménager et ainsi de suite. Mais c'est ça qu'ils ont pour vivre. Si les importateurs, ces importateurs-là sont fragilisés, ces emplois vont être détruits. Et regardez bien, c'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, ils avaient pris la même trajectoire que le Sénégal. Ils ont dit maintenant, production locale de substitution aux importations. Ils ont affaibli les importations, ils ont affaibli le secteur informel, ils ont tué les emplois. Ce qui s'est passé maintenant, c'est que les Sud-Africains sont venus voir des investisseurs qui ont réussi, ils les ont attaqués. Et nous sommes dans la même trajectoire. Au lieu de dire brutalement que nous allons vous taxer les importations sur la valeur, mais si vous dites que un conteneur de quincaillerie c'est 3 millions et que la valeur qui est dedans, si vous taxez ça en valeur, ça fait 50 millions ou bien 20 millions, c'est pas possible. Ça va être répercuté, comme disait Momar, sur le prix. Vaut mieux dire de manière transitoire que c'était 3 millions, mais on met 1 million de plus. Ça permettrait d'optimiser les recettes publiques et pour prendre une mesure concertée, beaucoup plus acceptable pour tout le monde, pour migrer progressivement vers une formalisation. Et d'ailleurs, moi j'ai vu un cousin qui est un importateur. J'ai discuté avec lui, il m'a dit quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que là où j'importe 2 conteneurs, il y a possibilité de faire venir l'entreprise sur place, si l'État fait l'encadrement nécessaire. Il dit 2 conteneurs seulement qu'on va vendre à l'intérieur mérite qu'on déplace la production localement. Et ça, c'est une usine qui arrive, une unité de production qui est délocalisée, qui vient sur place, qui produit sur place. Mais l'État n'est pas intéressé. Pourquoi? Parce que au départ, ça va lui échapper et il ne peut pas se rattraper à temps réel sur les recettes douanières. Vous voyez, donc les gouvernements africains, c'est des gouvernements qui sont là pour gérer le statu quo. C'est des gens qui n'ont aucune imagination, qui se cramponnent au pouvoir et qui ne font rien d'autre que essayer de se maintenir au pouvoir. Où est-ce que nous allons aller? Il faudrait donc aujourd'hui que les gens se disent la vérité, que les Sénégalais qu'on leur dise la vérité, que les journalistes d'investigation fassent les investigations nécessaires, fassent les émissions nécessaires, qu'on sensibilise. Voilà, vous, votre population, vous dépendez des recettes douanières. Et il y a autre chose. Au Sénégal, nous importons 40% de ce que nous consommons. Mais c'est trop. 40% de ce que nous consommons importé, c'est trop. Aujourd'hui, ce qu'on avait dit dans le PSE, c'est toujours là. Hein. On avait dit qu'on va jouer sur l'offre. On a dit qu'on va relever l'offre, substitution aux importations. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte que c'est coincé. Et tout à l'heure, comme Momar disait tout à l'heure, c'est le secteur privé. Et Mor Gassama tout à l'heure, il disait la même chose pratiquement. Secteur privé, secteur informel. Aujourd'hui, le raisonnement c'est quoi? C'est que le club des investisseurs du Sénégal s'organise. Il faut faire la même chose pour les informels. Parce que peut-être là-bas, c'est des formels. Mais supposons quand même que le gouvernement sénégalais dise en Ngaï à des producteurs artisanaux, je voudrais que vous me fabriquiez des chaussures, de bottes. Vous pouvez le faire. Faites-moi des bottes pour la gendarmerie. Le marché, c'est 3 milliards. On sait qu'un seul artisan de Ngaï ne peut pas le faire. Mais si l'État les encadre en consortium, qu'ils mettent leurs forces ensemble, on pourrait récupérer tous ces marchés-là. Même le président de la République, pour faire certains objets, certaines dépenses pour les élections, moi j'ai entendu dire qu'il est parti voir des Chinois. Mais c'est du sabotage. Un président de la République qui fait ça. Ils sabotent leur pays. Et c'est pas normal. Il faudrait qu'on organise tous ces gens-là, ce secteur informel-là, qu'on leur permette d'accéder à la commande publique. Sur les bottes, les stylos, tout peut se fabriquer. Les uniformes. Les boutons là, on ne peut pas les importer. Les Chinois viennent ici, ils prennent le métal, ils recyclent ça chez eux, ils viennent nous vendre des bouteilles au niveau de l'importation de ce mobilier-là, ces petits boutons-là. Mais ça ne doit plus se passer comme ça. Il faudrait que l'État prenne ses responsabilités et qu'on construise ce secteur privé local-là, qu'on crée des champions, des gens. Aujourd'hui, dites-moi, le seul milliardaire sénégalais qui peut acheter une flotte d'avions. Dès qu'il achète un avion, son argent est fini. Vous partez au Nigeria, vous voyez des Nigérians qui peuvent acheter leur flotte à eux.
en Afrique du Sud, au Botswana, tous ces pays-là qu'on met sur la liste des pays émergents sont des pays où le secteur privé comporte d'individus puissants. D'ailleurs, vous avez vu l'information que c'est un milliardaire nigérian qui a dit « j'affrète des avions moi-même pour qu'on cueille nos compatriotes qu'on les ramène ». Parce qu'il est fort, il peut le faire. Aujourd'hui, ici, au Sénégal, chaque investisseur qui devient puissant, on lui coupe les jambes. C'est ça qui cause problème. Donc, retourner sur le secteur privé et trouver les voies et moyens pour le fortifier, c'est ça vraiment la solution dans la deuxième phase du PSE. Et je vais terminer juste sur les idées. Les idées, c'est bon. Mais on a suffisamment fait d'efforts pour les accueillir. L'armada juridique et institutionnel qui est là les favorise substantiellement. Il faudrait aujourd'hui regarder dans ce code des investissements-là, dans le fonctionnement de l'APIX et dans tout ce qu'on fait pour le climat des affaires, comment faire une place pour le Sénégalais qui aujourd'hui est pénalisé sur le plan de l'équité quand il doit concurrencer sur le plan international avec des multinationales qui ont plus de force de frappe que lui et qui bénéficient de normes nationales, les mettant clause de la nation la plus favorisée, clause du consensus, et ainsi de suite. Et il est affaibli à ce niveau-là. Alors que dans d'autres pays, les gens prennent des mesures. Il y a un autre aspect. C'est là où je vais finir. C'est la forclusion sur le plan bancaire. Les stratégies de forclusion. Je donne juste un exemple. Soit prenez un Sénégalais qui a soumissionné pour un marché public. L'État du Sénégal ne peut pas lui donner 15 milliards d'un coup. Il lui dit, vous préfinancez. S'il prend le marché, il veut préfinancer, il veut 10 milliards, il dépose dans une banque qui appartient qui a des ramifications étrangères. La banque lui dit, la décision ne me revient pas, je vais l'envoyer à l'étranger pour qu'il prenne des décisions. Si à l'étranger on voit que le même marché est voulu par un compatriote, mais on bousille le dossier sénégalais, on met en avant. Donc il faut développer un secteur bancaire sénégalais. Les Turcs créent des fonds spéciaux qui accompagnent leur secteur privé. Les Marocains, BMC accompagnent tous les investisseurs. Les Chinois viennent avec Exim Bank. Et nous, jusqu'à présent, on dit émergence, émergence. C'est pourquoi ça nous fait rigoler. Oui, Gassama. C'est ça, on a l'habitude de le dire, l'émergence, ça ne peut pas être un slogan. Ça doit se traduire sur le terrain. C'est important. Tout au début de votre intervention, vous parlez un petit peu du journalisme d'investigation. Voilà, donc j'ai compris. Mais il faudrait donc aussi savoir que la communication de l'État est très puissante. Au moment où on parlait des Sénégalais, par exemple, de l'affaire Khalifa Sall, au même moment, il y avait l'affaire Big Togo. Interroger les Sénégalais, il y en a beaucoup qui ne savent même pas. Un marché qui nous a coûté presque 12 à 13 milliards, alors qu'on ne nous a pas délivré une seule carte biométrique. Donc je pense que ça c'est quand même problématique. Voilà. Donc c'est vrai. Donc dans ce cas-là, je pense que peut-être les doyens de la presse peuvent aussi continuer quand même à orienter certains. Parce que parfois, moi j'ai l'impression que vraiment les gens ne sont pas du tout informés. On ne tient pas ni tous les jours avec un problème de 1 milliard 800 millions. À côté, on a perdu 12 à 13 milliards, mais on n'en parle pas. Oui, marché gré à gré de 52 milliards pour confectionner les cartes biométriques, mais tout le monde sait que de gré à gré 52 milliards, c'est pas possible. Ou presque, parce que même dans les universités autres là, les fonctions de service où les gens donc arrivent à quand même récolter pas mal d'argent, vous avez une photocopieuse qui est tombée en panne, vous ne pouvez même pas aller acheter une photocopie à 500 000 autres. Il faudrait respecter les procédures de marché public pour 500 000 ou même 1 million. De l'autre côté, quelqu'un te dit qu'il peut donc octroyer un marché public de 52 milliards. C'est pas possible. Donc les multinationales savent que lorsque vous gagnez le marché, il suffit juste que quelqu'un interjette appel, le marché sera cassé. Maintenant, on met des verrous. Voilà. Le gars gagne le marché, il commence à investir, les autres donc interjettent appel parce qu'ils ne sont pas d'accord, hop, le marché est cassé. Maintenant, comme il y avait des verrous, il faut payer les dommages intérêts. Résultat, ça nous avait coûté 12 à 13 milliards au moment où on n'en parlait pas beaucoup, ou en tout cas moi j'ai entendu peut-être une fois ou deux fois dans une émission, les gens parlent un peu de ça. Mais tous les jours on parle de l'affaire Khalifa. Tout ce qui sera mobilisé pour 1 milliard 800 000 au moment où on a perdu 12 milliards et quelques. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est triste. Non, il y a un problème. Voilà. Maintenant, parlant toujours donc des importations, moi je pense que effectivement ce n'est pas mal de décourager les importations. Mais dans ce cas aussi, il faut encourager la production locale et le consommé local. Voilà. Maintenant, si les produits locaux ne sont pas associés, parce que à un certain moment, on avait senti quand même une volonté. Mais j'ai l'impression que ça s'est limité uniquement à une volonté. Il n'y a pas encore d'acte fort posé. Voilà. Effectivement, je pense que ce fut un temps où le président, je pense qu'il avait déclaré, parce que c'était là où la journée de l'artisanat qu'il avait lancée au niveau de Ngaï même, c'était à Ngaï, en disant que désormais on va imposer donc à l'État en tout cas pour la commande publique d'affecter au moins les 15%
Pour la commande voilà, publique, voilà, dans la commande publique au niveau des entreprises donc nationales. Donc là encore, je pense que tel ne devrait pas être le cas. Donc il faudrait en tout cas continuer à les assister, à les accompagner. Donc une bonne partie de la commande publique doit revenir certes donc vraiment donc aux entreprises donc nationales. Voilà. On doit aussi saluer bien sûr ce qu'on appelle le club des investisseurs, parce que comme l'union fait la force. Donc ce club a été créé avec un fonds donc un capital initial un fonds social de 20 milliards. Donc ça veut dire que prise individuellement, aucune des entreprises n'a la possibilité de postuler donc voilà à certains marchés. Mais en usant leur force, donc elles peuvent le faire maintenant. À l'État de continuer de les accompagner davantage. Parce que sinon, en tout cas, ça ne va être qu'un effet d'annonce. Voilà, il faudrait quand même continuer donc à les accompagner pour qu'une bonne partie, en tout cas, de ces recettes-là puisse être réceptionnées par les Sénégalais. Sinon, après, à chaque fois que ce sont les multinationales qui gagnent les marchés, comme on le sait, voilà, une bonne partie donc est rapatriée. Donc c'est pourquoi depuis en tout cas 2 ans, 3 ans, on ne cesse de le théoriser. La croissance est là, même si elle mérite encore d'être améliorée, parce qu'il nous faudrait quand même passer à une croissance à 2 chiffres. Ça, ce n'est pas du tout compliqué. Mais même cette croissance, si elle passe à 2 chiffres alors qu'elle est extravertie, on ne va pas trop donc le ressentir. Donc il faudrait encourager sur les pouvoirs publics à orienter davantage les investissements vers les secteurs à fort potentiel de croissance inclusive. C'est important. Alors tous les deux... Il y a même une délégation, pour se parler du club des investisseurs sénégalais, une délégation du MEDEF, qui doit séjourner au Sénégal à compter de cette semaine et qui va rencontrer aussi bien le club des investisseurs que l'APIX, pourvu qu'il en sorte quelque chose. Maintenant, j'ai particulièrement aimé le développement de Mounirou tout à l'heure. Il a parlé de la nécessité d'impliquer davantage le secteur privé national. Il a parlé aussi de la nécessité d'organiser le secteur informel pour en faire un vrai levier économique. Il a parlé de la nécessité aussi d'aller vers un système bancaire sénégalais. Ça me paraît 3 leviers fondamentaux sur lesquels il va falloir activer, Mais il y en a un autre aussi, c'est l'industrie. On a senti la frénésie du président Macky Sall à la veille de l'élection présidentielle à inaugurer. Et ça me rappelle d'ailleurs une réflexion qui a été faite par le regretté Momar Seyni Ndiaye, avec lequel j'ai eu à partager ce plateau, qui s'étonnait que parmi toutes les infrastructures inaugurées par le président de la République à l'époque, pour sans doute espérer en recueillir un dividende électoral, il n'y avait aucunement une seule unité industrielle. Vous voyez tout ce qui a été inauguré ces derniers temps et avant la présidentielle par le président Macky Sall, mais vous n'y verrez pas une seule unité industrielle. Or, c'est l'industrie qui est le levier le plus sûr pour faire décoller une économie. Comment on peut baser toutes ces recettes sur ce que peut vous apporter la douane et les services fiscaux? J'ai même vu un communiqué qui circule depuis un certain temps, qui tourne en boucle dans toutes les radios, où il est question de régulariser les baux. Parce qu'on est dans une quête quasi obsessionnelle d'argent frais. En activant la douane, en activant les secteurs fiscaux, mais en laissant de côté ce qui doit constituer le levain économique du pays, en l'occurrence l'industrie. Tant qu'on aura une bonne politique d'industrialisation dans ce pays, en mettant surtout en avant la territorialisation des politiques publiques, qu'est-ce qui empêcherait à l'État d'installer des unités industrielles dans des zones clairement déterminées et connues pour les spécificités dont elles regorgent? On peut aller au bassin arachidier, bien évidemment, installer des unités qui peuvent avoir un rapport avec les spécificités économiques de la région. Vous faites la même chose au niveau de Tamba, vous faites la même chose au niveau de Ziguinchor, etc. Avec tout ce qu'il y a comme entreprise de transformation alimentaire, agricole qu'on pouvait installer dans cette zone, mais qui manque quasiment de tout. Tant qu'on ne visera pas une bonne politique industrielle, on ne réglera pas le problème. Donc, récapitulons. Système bancaire local sénégalais à encourager, secteur informel à encadrer pour en faire un levier économique,
implication du secteur privé et politique d'industrialisation hardie. Voilà les clés par lesquelles il faudra passer pour essayer de booster l'économie sénégalaise. Alors des clés par lesquelles il faut peut-être passer pour booster l'économie sénégalaise, pour avoir une bonne planification en tout cas des politiques publiques, mais tout ça l'État ne le comprend pas, parce que normalement quand on parle d'une mise en œuvre d'une planification de bonne politique, l'État est censé avoir normalement des concertations avec des experts, des ingénieurs pour justement vérifier tout cela et aller dans ce sens-là. Alors pourquoi on n'assiste pas à une matérialisation de justement tout ce que vous venez de développer? D'ailleurs, au niveau de l'IPAR, Initiative Prospective Agricole Rurale, où je travaille en ce moment dans des projets, c'est ça qui est maintenant inscrit dans les lignes de recherche et de prospective. C'est-à-dire qu'il faudrait passer à une logique de politique publique informée. C'est-à-dire ne pas seulement... L'État doit se baser sur des évidences, sur des preuves, sur des statistiques fiables pour prendre des décisions. Nous avons vu que quand même... le manque de planification et d'études à la base a créé 5 avenants pour la construction d'un aéroport qui devrait durer 33 mois et qui a duré 10 ans. 33 mois, c'est moins de 3 ans. L'aéroport a duré 10 ans parce qu'on n'avait pas... Parce qu'à chaque fois dans les avenants, je l'ai écrit dans mon livre Revue analytique transversale de l'économie sénégalaise. On s'est rendu compte que Saoudi Ben Laden nous disait que oui, on avait oublié des traitements de cavité, il nous faut de la bitume, ainsi de suite, il nous faut encore 27 milliards. C'est comme ça que ça se passait. Ce qui fait que donc il y a beaucoup de politiques non informées. C'est le cas de la CMU. Au niveau de la CMU, nous savons que l'État du Sénégal a fait, sur le plan social, il y a beaucoup de mouvements. Le président Macky Sall, on sait que il a quand même du cœur, on le sait, il essaie d'aider des gens, parce qu'il a quand même fait le tour du pays, plus de 80 000 km pour voir qu'il y avait des gens qui souffraient. C'est également le fait qu'aussi, on le comprend, il prend des mesures comme le PUDC pour aller intervenir. Il y a le registre national unifié qui est là, qui permet quand même de cibler des gens. Bon, c'est bien. Nous savons que la politique sociale est là, mais il n'y avait pas d'études à la base pour quantifier le besoin. Aujourd'hui, nous savons tous que nos enfants de moins de 5 ans tombent malades et que nous payons. Nous payons tous. Pourquoi? Parce que la quantité d'argent nécessaire n'a pas été quantifiée. L'aspect prévention n'avait pas été donc mis en avant au départ et tout ça n'avait pas été organisé. Comme vous dites, sur le plan de l'État, on ne s'organise pas. Parce qu'aujourd'hui, aller soigner les gens, mieux vaut ne pas les rendre malades, les aider à ne pas tomber malades. Nous savons bien au Sénégal ce qui nous rend malades, c'est la nourriture, les pesticides. Moi, j'avais dit l'autre jour que je préfère manger une aubergine qui est trouée par un insecte que de manger des pesticides qui vont me pestiférer le ventre. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que les Sénégalais, qu'on les sensibilise et qu'ils prennent des options. Est-ce que c'est la qualité, la propreté qui les intéresse, ou bien est-ce que c'est parce que l'oignon n'est pas troué, ainsi de suite? Parce qu'aujourd'hui, on est empoisonné tous les jours. Il y a le problème des bouillons, il y a le problème de l'eau que l'on boit. Il y a des gens qui disent que l'eau n'est pas... Donc, le gouvernement a quand même beaucoup d'actions à faire. Au lieu d'aller dire que je vais soigner les gens, il y a beaucoup de travail en amont qu'on peut faire pour minimiser les dépenses sanitaires des Sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que nous dépensons beaucoup d'argent. Et si on met l'accent sur la prévention et tout cela, et qu'on fait des efforts, donc c'est ça, les politiques publiques. Ça doit être basé sur des informations. Il y a la brèche de Saint-Louis. Tout ça sont des problèmes qui montrent que si l'État prend des décisions sans se baser sur des données probantes, ça va poser des problèmes d'efficacité à la fin. Ce qui fait que donc il y a beaucoup de choses qu'il faut dire, ce qui pose le rapprochement entre donc les scientifiques et l'État, qui est quand même le maillon faible. Nous savons que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts que le gouvernement fait aujourd'hui pour se rapprocher des scientifiques, mais ce n'est pas encore suffisant. Nous continuons quand même à être gouvernés par des politiciens, exclusivement des politiciens, qui prennent des décisions de manière solitaire. À chaque fois, vous voyez, on conseille des ministres des mesures qui sont prises sur le plan de la réglementation, et ainsi de suite. Nous savons ce que c'est que l'économie de la réglementation. Nous savons ce que c'est que l'optimisation. L'autre jour, quand on m'a parlé également d'orienter les Sénégalais dans toutes les universités, on va orienter tous les bacheliers. Je me suis dit, c'est possible. Attendez, c'est possible. J'ai dit, c'est possible de deux manières. Que l'on fasse une sensibilisation au niveau des universités pour pousser les professeurs et les administrations d'université à l'effort de patriotisme. C'est-à-dire que moi, je peux me dire que voilà, le gouvernement, j'ai un volume statutaire de cours de 7 heures de temps. Je peux faire un effort de plus. Et que si je fais un effort supplémentaire, on doit en payer des heures complémentaires.
Nous savons qu'il y a tout un programme d'optimisation de l'utilisation des bâtiments publics qu'il faut faire. Nous savons qu'il y a des lycées qu'on peut utiliser l'après-midi pour faire des cours à l'université. Nous savons qu'au niveau des universités, il y a des bâtiments qui sont fermés à 17h, 18h. On peut continuer jusqu'à 20h. Donc c'est possible. Oui. Si tout le monde s'y met et que moi j'accepte de faire un volume horaire supplémentaire et que l'État me paye des heures complémentaires, parce que les milliards qu'on donnait aux écoles privées pour rester à l'université, parce que les professeurs font des heures complémentaires. Donc les bâtiments peuvent être optimisés. Je pense que c'est le mot optimisation qui doit être dans la bouche du gouvernement sénégalais pour qu'on optimise les mécanismes. Les bâtiments sont là, on les occupe pas à partir de 18h. Il faut mettre des lampes et dire qu'il y a des cours du soir. On va prendre une cohorte de bacheliers qui peut venir l'après-midi. On parle aux professeurs, on organise tout ça sous forme d'heures complémentaires et hop, je pense que beaucoup d'étudiants pourront être orientés. Donc je pense qu'il y a toute une organisation préalable qu'il faut faire pour tout simplement y parvenir. C'est très sensible, mais je pense que là aussi, je ne partage pas beaucoup. Oui, je ne partage pas beaucoup de choses par rapport à ce que le ministre a dit. Parce que vous avez parlé dans un débat purement patriotique. On sent que c'est l'enseignant qui parle, quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Mais vous ne pouvez pas d'un seul coup le dire au moment où les universités donc, ont du mal même à compter les étudiants. Ah, c'est vrai. Voilà. Moi, je pense que le problème de planification revient encore. Tout à fait. Allez dans